Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal et tout de suite les titres de ce 23 mai. Toujours pas une goutte de pluie, une situation qui commence sérieusement à inquiéter les agriculteurs. Aujourd'hui, les éleveurs doivent travailler main dans la main avec les céréaliers. La Gay Pride, c'était le succès de ce week-end. Entre 1500 et 2300 personnes ont participé à l'événement. Un événement qui a nécessité la mise en œuvre non sans difficulté d'un service d'ordre. Christophe Bourg, le président du Saint-Cyr-Touraine handball, a annoncé samedi sa démission. Lassé, il regrette un manque de moyens. L'avenir du club tourangeau est aujourd'hui menacé. L'UTSEA tire la sonnette d'alarme. Le syndicat des agriculteurs est de plus en plus inquiet concernant la sécheresse. La situation devient critique. Certains éleveurs ne disposent plus de fourrage grossier, indispensable pour nourrir le bétail si la pluie venait à manquer au mois de juillet. Les éleveurs doivent donc se tourner vers les céréaliers. Sébastien Branger. Verneuil-sur-Indre, à quelques kilomètres de Loches, les terres agricoles sont grillées par le soleil et la pluie n'y est pas tombée suffisamment depuis des mois. Une terre sèche, des épis de blé chétifs et secs. Il n'y a presque rien dans le grain, donc quand il va sécher, il va se réduire, il va se flétrir. Donc il n'y aura que l'écorce, il n'y aura pas de farine. La situation inquiète sérieusement les agriculteurs et les éleveurs du coin. Par manque d'herbe, les bêtes en pâturage vont bientôt rentrer dans les établis avec plus d'un mois d'avance. Conséquence, il faut puiser dans les stocks de l'hiver dernier au risque de se retrouver sans nourriture pour les animaux dès le mois de septembre. Le scénario le pire, c'est que l'été n'est pas très favorable. Et de toute façon, il vaut mieux commencer à éliminer des animaux, malheureusement pour l'avenir, notre avenir d'éleveur et l'avenir de la région en termes d'élevage, et commencer à envoyer des animaux à l'abattoir, malheureusement. Une issue dramatique qui n'est pas sans rappeler la grande sécheresse de 1976 qui a abouti à la levée d'un impôt national de solidarité pour soutenir une agriculture dévastée. Même avec des moyens financiers, on ne va pas les trouver, les fourrages. On ne va pas les trouver. L'exemple sur l'exploitation, qui est, oui, je dis assez axé sur l'herbe, en foin, une année moyenne, c'est autour de 300 bottes rondes de foin. Allez, on va arriver à 50 bottes. Donc, on l'aura compris, les agriculteurs ont besoin de solutions concrètes et les retenues d'eau en sont une. Ici, elle permet de sauver une partie des récoltes de maïs, vitale pour nourrir les bêtes en hiver. Parce que, bon, on a des parcelles que c'est d'argile, si on n'aurait pas l'irrigation, on ne pourrait pas faire lever du maïs comme à cette époque-là. Cet aménagement, plutôt rare, ne bénéficie pas de l'appui de l'État. Pourtant ici, grâce à la retenue d'eau, toute la tragédie de la sécheresse ne se jouera pas. Et justement, à ce sujet, on écoute les déclarations du préfet d'Indre-et-Loire, Joël Philly, pour qui la situation de crise n'a pas encore lieu d'être. On l'écoute. Je crois que le vrai problème actuellement, c'est le problème de l'élevage en Indre-et-Loire. Il y a 900 éleveurs. Peut-être que plusieurs centaines vont être en difficulté. Ils avaient déjà des difficultés au niveau des prix de vente. Mais cette fois-ci, ils ont des difficultés d'approvisionnement en céréales, en fourrage pour leurs bêtes. Et c'est vraiment le sujet sur lequel nous allons travailler dans les jours qui viennent. Comment organiser la solidarité entre céréaliers et éleveurs. Propos recueillis par Julien Bernier. La CCI, à l'aide des commerçants, aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie organisait une réunion publique destinée à discuter des dispositifs d'accompagnement des commerçants afin de traverser au mieux la période des travaux du tramway. Experts comptables et banques étaient présents pour proposer aux commerçants de la ville des services d'aide simplifiés. Julien Gauthier. Je me permets de vous donner un questionnaire pour savoir quelles sont vos impressions à la fin de la manifestation, savoir s'il y a des éléments sur lesquels on peut vous accompagner pour la suite et qui n'ont pas répondu à vos attentes aujourd'hui. Anticiper, anticiper, anticiper. Comme un slogan, le terme a bien dû être utilisé une centaine de fois durant la réunion. Les commerçants doivent aujourd'hui anticiper les conséquences des travaux qui se dérouleront devant leur vitrine demain. Car c'est inéluctable, le président de la CCI, Serge Babary, l'a réaffirmé, je cite, « C'est une situation de crise, il faut un plan hors sec pour l'économie des commerçants ». Les pertes de chiffre d'affaires, c'est immédiat. Dès que les travaux empêchent l'accessibilité des clients, on a des chutes de 30 à 40% de chiffre d'affaires. Ça, c'est avéré. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans d'autres villes. Il faut donc que ce soit le plus court délai possible. Il faut aider les commerçants à trouver des solutions de substitution pour continuer à faire du chiffre d'affaires. Ils sont environ 500 commerçants directement impactés.
de Tournord jusqu'à jouer les tours. Et concrètement, devant eux, le petit monde de l'économie fédéré par la CCI, les experts comptables, les banques, les services fiscaux ou encore l'URSSAF leur proposent des prêts, des étalements ou des délais de paiement. Rien qui parvient réellement à rassurer les 200 d'entre eux qui ont fait le déplacement. Devant les magasins, c'est coupé. Sur le côté, l'arrière, c'est coupé. On n'a pas accès pour les livraisons. Les clients, il n'y en a plus. Et pourtant, depuis le début des travaux, seuls 18 dossiers d'indemnisation ont été déposés. Pour l'instant, c'est pas beaucoup de dossiers. Je pense que ça va arriver parce que pour l'instant, les travaux sont à part le nord et le sud, donc sur le nord de Tours et Joué-les-Tours où il y avait des gros travaux très importants. Bon, ça va monter en puissance. Bon, je pense que ça va monter en puissance dans les mois à venir. Avec ses conseils, son accompagnement et son comité de pilotage, la CCI se fixe un objectif. Minimiser le nombre de commerces qui risqueraient de fermer leurs rideaux par la simple faute des travaux. En avant-toute pour une CCV durable, dimanche à Parcé-Mêlé, les défenseurs de la communauté du Vouvrion étaient un peu plus de 300 à exprimer leur désaccord avec le projet de carte de l'intercommunalité proposé par le préfet le 2 mai dernier. Un projet qui amputerait la CCV de 3 communes, Chanceau-sur-Choisy, Roche-Corbon et Parcé-Mêlé, 3 communes indispensables selon la CCV pour maintenir l'équilibre des territoires, mais aussi pour conserver les ressources fiscales du Vouvrion. Gaël Poulain. Pour leur grande marche, les défenseurs de la communauté de communes du Vouvrion avaient décidé de jouer sur les symboles. Le rassemblement avait lieu devant le siège de la CCV, au cœur de la zone d'activité du Papillon, à Parcé-Mêlé. Et après le paysage industriel, les quelques 200 marcheurs ont traversé les vignes et les champs, image d'AOC et de ruralité chère aux habitants mobilisés. Je tiens à ce territoire rural du Vouvrion et je tiens à ce qu'on reste une commune rurale avec un environnement naturel et je ne tiens pas du tout à me rapprocher de Tours. Il suffit de se promener d'ailleurs dans notre territoire pour comprendre qu'on n'a rien à voir avec d'autres communes très honorables d'ailleurs qui appartiennent à Tours Plus et que Tours Plus est assez gros comme ça et que nous on a une autonomie qui est parfaitement justifiée sur tous les plans. Car si la carte de l'intercommunalité proposée le 2 mai par le préfet venait à se concrétiser, la CCV perdrait 3 communes. Chanceau-sur-Choisy, Roche-Corbon et Parcé-Mêlé qui rejoindraient alors Tours Plus. Un départ qui, selon les 5 autres communes, signifierait la perte de 62% des ressources économiques de la CCV et de près de la moitié de sa population. Ce que nous proposons, évidemment, ça n'est pas du tout de rester dans la posture actuelle. Nous avons bien compris que dans le monde moderne, il faut être performant, qu'il faut additionner les forces. Nous pensons que la solution d'un pôle métropolitain, du reste nous l'avons proposé au préfet, il l'a retenu, serait une bonne solution, mais à la seule condition de préserver notre communauté de communes dans ses limites actuelles. Reste à savoir si cette marche et la pétition lancée par l'association pour une CCV durable, qui a déjà recueilli près de 5000 signatures, auront un poids sur les décisions à venir. Car malgré le soutien de certains politiques, il ne faut pas oublier que les maires des 3 communes susceptibles de quitter la CCV avaient précédemment déposé leur candidature pour rejoindre Tours Plus. Samedi, environ 2000 personnes participaient à la Gay Pride, une fréquentation record pour un événement qui a failli ne pas voir le jour. Pari réussi pour la lesbienne Gay Pride qui a dû s'entourer d'un service d'ordre de 80 personnes pour répondre aux conditions imposées par le préfet. La LGB de Lille est venue prêter main forte à l'association Tourangelle. Aujourd'hui, les organisations signataires ont par ailleurs fait part de leur mécontentement face aux exigences de la préfecture. Gaël Poulain. Des gilets jaunes et un service d'ordre conforme à la demande du préfet. Pour assurer la tenue de la manifestation, l'association de la Lesbian and Gay Pride Tourangelle a fait jouer ses relations et ils sont venus parfois de loin pour soutenir cette 6e édition. Ils viennent aussi parfois à Lille, même tous les ans quasiment, nous soutenir à Lille et nous aider. Donc on trouvait logique d'être là aujourd'hui pour montrer qu'on est avec eux. Et puis s'il faut effectivement d'être dans le service d'ordre, on est là aussi pour les aider à travailler. Car tout comme l'année dernière, un groupe d'extrême droite attend le cortège en haut de la rue nationale. Un geste, un regard et la Gay Pride continue, renforcée peut-être par la présence d'élus derrière la banderole.
Le fait que les élus soient présents, c'est hyper important pour nous. Ça veut dire que dans les politiques, il y a des personnes qui commencent à se rendre compte d'abord qu'on est un vrai mouvement et qu'on va peser sur les élections de 2012. Et puis, il y a de plus en plus de gens, je crois aussi dans les élus, qui ont envie d'un vrai projet de société qui nous fasse enfin rêver. Car face aux a priori d'exhibition, les participants veulent réaffirmer le caractère revendicatif de leur marche pour l'égalité entre tous. Nous réclamons les mêmes droits que les autres parents par l'intermédiaire du mariage qui permettra d'obtenir les mêmes droits pour les enfants, c'est-à-dire la transmission de l'héritage, également la filiation et tous les droits qui vont autour. Revendicative et festive, la Gay Pride de Tours version 2011. Mais face à la mobilisation de l'extrême droite, les organisateurs souhaiteraient désormais voir redescendre la pression. Moi je respecte tout à fait leur droit à manifester contre la Gay Pride. Je pense que vraiment ce serait plus intelligent que de le faire un autre jour pour éviter effectivement les affrontements et je crois que la préfecture serait bien avisée de faire en sorte que les manifestations soient distinctes. Car la Gay Pride de Tourangelle ne cesse de s'étoffer, plus de 1000 participants en plus par rapport à l'édition précédente, mobilisés à 1 an de l'échéance présidentielle. Match nul pour le Tour FC face au SCO d'Angers dans le cadre de l'avant-dernière journée de Ligue 2. Le score 1-1, dernier match à domicile pour les joueurs tourangeaux. Les deux équipes n'avaient pas grand-chose à gagner. Il a pourtant fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir Titi Bouengo ouvrir le score à la 73e minute. Une joie de courte durée puisque Ketchero égalisait à la 77e. Le Tour Football Club reste à la 9e place du classement. On écoute Daniel Sanchez au micro de Sébastien Germain. C'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas assez joué. On a mieux utilisé le ballon en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a beaucoup trop joué de ballons en retrait. Donc forcément, les ballons en retrait, ça incite l'adversaire à avancer. Et donc nous, de reculer. Et on n'est jamais très bon quand on recule comme ça. On est bien meilleur lorsqu'on avance. Donc c'est ce qu'on a changé à la mi-temps. On manque un petit peu de jus, quoi. On a le fond, malgré tout, parce que bon, il y a quand même 36 matchs derrière nous, maintenant 37. Donc heureusement qu'on tient 1h30 quand même. Mais bon, on manque un peu de vivacité sur certains gestes et tout, et ça se ressent, notamment au niveau des attaquants. Prochaine journée, les hommes de Daniel Sanchez se déplaceront à Sedan. Quel avenir pour le Saint-Cyr Touraine Handball après les dernières déclarations de Christophe Bourg qui a annoncé sa démission samedi? Le président du SCT souligne une lassitude générale et surtout un soutien financier des collectivités insuffisant. Aujourd'hui, l'avenir du club tourangeau semble compromis, faute de moyens. Un grand gâchis pour certains. Un sujet de Maxime Kemener. Christophe Bourg a donc mis sa menace à exécution et c'est demain que sa démission sera effective. Le président du SCT était aussi un généreux mécène avec près de 250 000 € d'investissement cette année. Sans lui, c'est l'avenir financier et donc sportif du club qui est sur la sellette. Pourquoi pas envisager éventuellement un redémarrage en D2 ? De toute façon, il est certain qu'aujourd'hui, si on n'a pas les garanties financières qu'on a réclamées auprès des collectivités, si elles ne sont pas à la hauteur de nos souhaits, la CNACG va nous rétrograder en deuxième division. Même si sportivement on aura acquis notre droit de rester en LNH, on sera rétrogradé en seconde division. Après, la réflexion elle est là. Est-ce qu'on est prêt à repartir en seconde division, donc avec également un secteur professionnel? Parce que je pense sincèrement que le secteur professionnel est nécessaire pour faire vraiment un club complet. Plusieurs signes positifs ces derniers jours avaient pourtant laissé croire à une sortie de crise. Les dirigeants du club avaient été reçus par les chefs des différentes collectivités locales et Christophe Bourg avait obtenu du Conseil général, du Conseil régional et même de la communauté d'agglomération une rallonge de 30 000 € chacun. Ces derniers efforts devraient même permettre au club de terminer l'année à l'équilibre, mais pour l'année prochaine, tout reste en suspens. Moi, je n'ai jamais vu un service ou une association nous disant qu'elle a un trou d'une telle ampleur et pour lequel il faudrait répondre dans les 8 jours ou 15 jours qui suivent. On ne peut pas traiter les sujets qui concernent les finances publiques à ce rythme-là, ça n'est absolument pas possible. Mercredi, une commission doit étudier le budget prévisionnel du club. Elle devrait décider du maintien du Saint-Cyr Touraine Handball. Quant à l'avenir de la direction, Christophe Bourg présentera sa démission au bureau directeur demain. Aucun repreneur ne s'est pour l'instant manifesté et si les choses ne changent pas, il devra déposer le bilan de l'association.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Claude Greff, députée UMP d'Indre-et-Loire, sera notre invitée. Avec elle, nous parlerons de la suppression des avertisseurs de radar, une mesure qui soulève un tollé général au sein de la majorité parlementaire. A tout de suite.